Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Ticosé, l'émission où l'on prend le temps d'écouter, de comprendre et de transmettre. Aujourd'hui, je reçois un homme de savoir, un homme de mémoire qui soigne le corps mais aussi les consciences. Médecin, virologue, Emmanuel Gordien est aussi président du CM 98, le comité marche du 23 mai 98, moteur d'une œuvre mémorielle unique en France, portée par un triptyque clair, retrouver, comprendre, honorer. Retrouvons nos aïeux les esclaves déportés dans les colonies françaises, dont les noms, les vies, les histoires sont rassemblés dans une base de données exceptionnelle. Merci, monsieur Emmanuel Gordien, d'avoir accepté l'invitation dans Ticosé. Et merci de l'invitation, je suis très très honoré. Mais écoutez, c'est moi qui suis très honorée, donc c'est une conversation. Donc vous êtes virologue, mais aussi président du CM 98. J'ai envie que vous puissiez me raconter, m'expliquer à quel moment vous décidez de monter le CM 98, comment est née cette association. Oula, vous me parlez de 25 ans d'histoire, voire plus, mais près de 30 ans. Hein. Vous aviez quel âge à l'époque ? Oh, on était jeunes, mais on avait toutes nos dents, on était beaux. Vous êtes toujours beaux. Et donc, non, c'est une histoire ancienne. Nous étions des militants d'ailleurs qui voulions l'indépendance de la Guadeloupe. Nous sommes des Guadeloupéens à la base. Nous étions un tout petit groupe de 7 personnes qui réfléchissaient comme ça. Et on se posait la question, mais qu'est-ce qu'était que ce groupe humain, les Guadeloupéens ? Et parce que dans notre mouvement, on avait rencontré des éléments de division très importants. Je disais, mais pourquoi on est autant divisé ? Et moi, on me disait toujours, toi qui es très foncé de peau, il faudrait que tu épouses une blanche pour éclaircir la race. Toutes ces questions-là, je les connais depuis que je suis enfant, petit, et on voulait essayer de questionner cela. Et en fait, après, devant ces difficultés, nous nous sommes dit, nous avons eu un deuxième problème, c'est qu'on n'osait pas aller de l'avant, on n'osait pas prendre des positions d'excellence. Et avec un de mes meilleurs amis, Serge Romana, nous avons décidé que nous allions aller au bout des choses. Et de notre chacun, médecin tous les deux, on a été le plus loin possible dans nos cursus. Et donc voilà. Et en plus, on s'est posé la question, c'est quoi ce groupe ? Et on a dit... Quand vous parlez de c'est quoi ce groupe humain, Guadeloupéen, Antillais... On parlait surtout des Guadeloupéens à l'époque, parce qu'on travaillait en Guadeloupe, on est revenu après en France continuer nos études supérieures. Et on se posait la question, et on essayait de comprendre. On avait découvert d'ailleurs qu'il y avait un nouveau groupe en métropole française qui s'appelait les Antillais. Guadeloupéens et Martiniquais se mélangeaient, avaient des enfants entre eux. Ils se comprenaient, ils parlaient le créole qui est un peu différent, mais ils se comprenaient. Et nous, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'était que ce groupe ? Et nous, on savait que pour comprendre, il fallait étudier. Nous avons étudié presque tout ce qui avait été dit et écrit sur ces sociétés, tous les auteurs que l'on connaît, Glissant, Césaire, Fanon, et tous ceux que je n'ai pas cités. Confiant, etc. Toutes les théories qui ont été dites sur nous, en particulier aussi le panafricanisme, sont des Africains. Et quand on a étudié ça pendant de 94 à 97, comme 3 années, chacun de nous avait une spécialité à étudier et on se faisait des allers-retours entre nous. Et puis quand on a fini, on s'est dit, mais laquelle de ces théories correspond à ce que nous sommes ? Nous avons conclu tous, vraiment alors à l'unanimité, aucune. Oula. Et vous osez dire que personne n'a écrit sur ce que nous serions. On s'est posé, on a voulu aller plus loin, on s'est dit, donc à ce moment-là, nous nous sommes interrogés. Nous sommes 7. Chacun d'entre nous dit qui vous êtes. Et moi, j'ai eu une parole assez simple, parce que depuis que j'ai 4-5 ans, mon père me parle très clairement que le premier d'entre nous était un esclave, né en Afrique, qui a été déporté à la Guadeloupe en tant qu'esclave. Il s'appelait Georges Dibouriki. Alors déjà, le Dibouriki nous interpella un peu, mais sans plus. On savait que c'était un Africain. Et donc, ce Georges Dibouriki, et on avait en plus un autre esclave très connu de la famille qu'on appelait Papa Blaise. Pourquoi Papa Blaise ? Son nom c'était Blaise. On l'a appelé Colin à l'abolition de l'esclavage. Et ce Papa Blaise-là était important parce que c'est le père de la mère de mon grand-père. Et j'ai découvert que mon grand-père était le fils de 2 esclaves. Et Papa Blaise était son grand-père. Et là, cet esclave-là, l'abolition de l'esclavage, il achète un hectare de terre. Comment il faisait ? Eh bien, on a su par la suite qu'il avait un lopin de terre sur l'habitation de son maître, qu'il pouvait planter lui-même tout ce qu'il voulait, et il avait l'argent qui lui appartenait. Et à l'abolition de l'esclavage, lui, on le libère le 3 mars 1849. C'est là qu'on lui donne le nom donc, de Colin, nom de famille Colin, et tenait sa femme,
On l'appelle Collinette. Voilà, petite maman, Collinette. Donc, pour revenir à l'association, ça veut dire qu'entre vous, donc vous vous réunissez, vous êtes tous étudiants en médecine. Hein, alors, Serge, pas seulement, il y avait d'autres, voilà. Il y avait des étudiants en psychologie, il y avait des étudiants en histoire. En histoire. Serge Romana, qui a été le président avant vous, lui, il est généticien. Il est généticien. D'accord. Et donc, vous vous réunissiez, vous posiez des questions sur cette population, ce que nous sommes. Et à partir de là, chacun fait ses recherches dans son coin. Ah, pas du tout, parce que quand je dis ça, moi, personne ne dit ça autour de la table. Tout le monde est étonné. Mais à quel moment vous dites ça? Est-ce que c'est pas parce que là vous avez été rechercher votre famille, vous avez fait un arbre généalogique? Mais pour l'instant, même pas. J'ai rien à rechercher parce que papa m'avait tout raconté. D'accord. De papa Blaise, de Georges Boïki. Je savais qu'il était le père d'un Denis Gordien qui avait fait un Herville, mon grand-père, qui avait fait un Denis, mon père, un Herville, moi-même. On avait vu une transmission des prénoms. Et moi, je raconte ça, mais je raconte ça sans aucune espèce de particularité. Pour moi, c'est ma famille, c'est classique. C'est rare dans les familles guadeloupéennes où il y a quand même cette transmission. En général, ils n'en parlaient pas. Vous avez une famille. Voilà. Mais ça fait partie de probablement des particularités. Alors, mon père, je le remercie énormément pour ça. Je dis tout le temps, c'est mon Dieu. Il est parti déjà à 89 ans, mais il me racontait ça. J'avais l'impression qu'il voulait que je le sache et que je le raconte aussi. C'est l'impression que j'avais. Et donc, vous pensez, excusez-moi, vous pensez que vous êtes la seule famille à qui on a raconté ces histoires? Non, je pense que non. Mais chez nous, c'est très particulier parce que chez nous, vraiment, c'est tellement évident qu'il fallait connaître ça. Et même mes enfants l'ont connu aussi très tôt quand ils sont nés parce que c'est l'histoire familiale. Et vous êtes de quelle ville de la Guadeloupe? Oui, Port-Louis, en Guadeloupe. C'est la région du Nord-Grande-Terre, très canière, très canière. Et avec beaucoup d'esclaves à l'époque. C'est vraiment une ville à esclaves, il y avait beaucoup d'esclaves. Donc beaucoup de gens venant d'Afrique. À Port-Louis, à Anse-Bertrand, on n'avait pas peur de raconter, de transmettre cette histoire. Je ne suis pas sûr pour Anse-Bertrand. C'est vrai? Mais je ne suis pas sûr pour Anse-Bertrand. Parce qu'Anse-Bertrand, il y a une chose qui m'a beaucoup marqué Anse-Bertrand, c'est qu'on disait Anse-Bertrand que c'était des nègres, ils étaient très foncés de peau à l'époque, c'était des nègres de deuxième catégorie. Et je ne suis pas sûr que les Ansois avaient envie de parler de ça, même pas d'esclavage. Je ne suis pas certain, mais je n'ai pas d'éléments pour le dire, mais je ne suis pas certain. Pourquoi? Non, parce que j'ai beaucoup d'amis en soi. Parce qu'en plus, il y a une chose importante, c'est que au collège, tous les Ansois, ils étaient, peut-être dans Anse-Bertrand, ils étaient scolarisés à Port-Louis. Il n'y avait pas de collège à Anse-Bertrand. Donc, on en fréquentait beaucoup nos amis de l'Anse-Bertrand, nos footballeurs d'Anse-Bertrand. Je me souviens très bien. Parce que Mon père est Ansois. Ah ben c'est très bien. Donc c'est quelqu'un de bien, donc forcément il a été à l'école à Port-Louis. Mon père lui a fait ça. Mon père était enseignant. Mon père a fait de l'histoire. Je pense qu'il y avait aussi un peu de ça, ce pédagogue qui avait envie de raconter, d'expliquer à ses enfants. Et l'idée c'est que quand moi je raconte ça à les autres personnes qui sont avec moi dans ce groupe qu'on avait appelé Bois-Fouillé à l'époque, ils disent ah bon, c'est quoi, c'est ton grand-père, papa Blaise? Ouais, mais non, c'est un esclave. Comme ça, vous appelez les esclaves papa, maman? C'est bizarre. Ben oui, c'est comme ça chez nous. Papa Blaise, papa Georges Boïki, c'est comme ça qu'on les appelle. Et donc, ça fait... Quand je dis ça, c'est quand même frappant parce qu'aucun autre ne dit ça. Alors, il y a un autre qui dit, bon, lui, il est mulâtre, il sait qu'il a des blancs dans la famille. L'autre dit, il ne sait pas qui il est, il n'a jamais cherché. Et comme ça, on est devant une situation où on dit, tiens, voilà quelque chose d'important. Et on comprend une chose dans ce qu'on se dit, c'est que la question de l'esclavage en tant que tel n'a jamais été prise en compte de façon fondamentale dans la définition de l'identité de ce groupe. C'est ce qu'on comprend. C'est-à-dire qu'en fait, pour cette génération, il y a l'esclavage, donc des Africains déportés, ramenés sur le territoire guadeloupéen, voilà, qu'on met en esclavage. Et ensuite, il y a eux. En fait, ils ne font pas ce lien familial. Il n'y a pas de lien familial parce qu'ils ne connaissent pas. Déjà, c'est la chose toute simple. Mais deuxièmement, pour eux, l'esclavage, on a résisté. On a été des battants, on était des nègres marrons. Et puis, quand dans l'histoire, on apprend petit à petit qu'il n'y a que 2 à 3% de marrons, on dit, tiens, mais c'était quoi ce système? C'est pour ça que nous sommes interrogés. Nous sommes vraiment interrogés là-dessus. Et je me souviens que nous étions allés assister à une thèse de quelqu'un qui était un éminent historien. À l'époque, il passait sa thèse d'histoire, Frédéric Régent. Et on avait été assez surpris d'entendre ce qu'il racontait, notamment un système d'esclavagisme où il n'y avait aucun intérêt à martyriser des esclaves. C'était le poste le plus important en termes financiers sur l'habitation. L'esclave coûte très cher, 10 fois, 100 fois plus qu'un hectare de terre, par exemple. Et là, on était assez surpris de voir comment il posait la question. Et là, on a vraiment cheminé sur cette question. Et nous avons compris beaucoup de choses importantes. Par exemple, dernière race après crapaud, c'est nègre. C'est une expression créole qui veut dire... La dernière race après les crapauds, ce sont les nègres. Mais ce n'est pas les Blancs qui disent ça, c'est nous qui disons ça de nous.
Voilà, c'est une expression Mais qui oui, nous c'est une appartient. expression qui nous appartient. Voilà. Donc, c'est des choses comme ça. On a beaucoup d'expressions de ce type-là. Vraiment beaucoup Où d'expressions on où s'écrase nous-mêmes. nous nous On se dénigre. auto-dévalorisons. On se Absolument. dénigre nous-mêmes. Nous dévalorisons. Et il y a une chose qui m'avait beaucoup frappé quand j'étais tout petit. On nous voyait à la messe avec papa, maman. Toujours remarqué que ceux qui étaient assis devant, c'était les notables de la ville, c'était les mulâtres, les très clairs de peau. Il n'y avait pas beaucoup de blancs pour lui, il y en avait quand même quelques-uns. Et puis derrière, c'était tous ceux qui étaient noirs ou foncés de peau. C'était normal. Tandis qu'en groupe, on rentre dans l'église, on va tout naturellement là où les gens nous ressemblent. Et c'est là qu'il y a une question qu'on a comprise dans la constitution de notre société, c'est ce préjugé de couleur. C'est-à-dire que selon la couleur que l'on a, on est bien ou on n'est pas bien. Si on est noir, foncé de peau, on n'est pas bien. Est-ce que c'est un préjugé de couleur qu'on s'impose? Par exemple, on rentre à l'église et on se dit, si devant c'est les plus clairs, on n'y va pas, on reste là où il y a les plus foncés. C'est-à-dire qu'on s'impose ça. On ne se dit pas, non, moi je veux m'asseoir là, ou alors on nous l'impose. Alors c'est là que l'esclavage prend tout son sens, sa matrice de sens. On comprend bien que dans le système esclavagiste, l'esclave qui coûtait le plus cher, c'était le mulâtre, donc l'enfant du maître et de son esclave. Et le moins cher, c'était la femme qui venait d'arriver d'Afrique, qui était moins chère. Et on se rend compte aussi que même dans des familles au quotidien, tous les jours... Pourquoi l'enfant du mulâtre est revendu? Mais les mulâtres, 2 tiers des enfants des mulâtres étaient des esclaves. Il n'y a qu'un tiers qui était libre. Donc, ils pouvaient être achetés et vendus, oui, comme tous les autres esclaves. 2 tiers des mulâtres sont des esclaves dans nos sociétés. Ça, on l'apprend après, bien évidemment. Mais la question initiale, c'est qu'on comprend que l'esclavage va façonner une société d'une certaine façon. Va la catégoriser, va la structurer, va mettre des normes. Par exemple, un article du Code noir, le Code noir qui régentait ce système, les enfants appartiennent au maître de la mère. Et que si l'on vend la mère, on la vend avec les enfants, quelle que soit la situation du père. Dans cet article-là, moi on a vu très rapidement la structure familiale, où la mère s'occupe des enfants et le père n'existe pas. Il n'existe pas, ou même quand il est présent, il est le fils de sa mère, avant d'être le père de ses enfants. Et ça, on a compris ça sur la famille que nous avons appelée famille matrifocale. D'ailleurs, une psychologue du groupe qui s'appelait Viviane Roll a beaucoup travaillé sur ce sujet avec nous. Et elle a justement, elle faisait une thèse de psychologie à l'époque, d'ethnopsychiatrie, où elle expliquait très clairement cette matrifocalité, une famille particulière où la mère a un rôle majeur, aidée par elle-même par sa mère. Donc 2 femmes dirigent le groupe, et l'homme, il est là, mais finalement, il est un peu comme un enfant du groupe, in fine. Il exécute en fait, il obéit, mais il n'a pas de responsabilité bien sûr, entière. alors c'est vraiment très complexe. Et la famille patriarcale, qui est la famille française classique qu'on a imposée, après on a voulu imposer aux esclaves par la suite. Et la famille africaine aussi. Alors, la famille africaine, ça dépend. On a plusieurs types de familles africaines. Je l'ai su après, bien après. Il y a les familles où il y a le matriarcat, où la femme dirige. C'est différent de la matrifocalité. La matrifocalité, c'est une forme qui s'impose dans un système donné avec ce que j'ai expliqué tout à l'heure, les règles, la loi, notamment le Code noir. Alors qu'en Afrique, les familles matriarcales, c'est des familles particulières. J'en ai pas vu beaucoup d'ailleurs, mais où les femmes, c'est elles qui dirigent tout le groupe, c'est elles qui ont le rôle qu'occupe l'homme. Dans les familles patriarcales, c'est elles qui occupent la famille matriarcale. Donc c'est très différent. Donc nous, c'est une famille matriarcale? Nous, c'est matrifocale, centrée autour de la mère. C'est la grande différence. Absolument. D'accord, centrée autour de la mère. Centrée autour de la mère, c'est elle. Alors, souvent, il y a des enfants de pères différents. Moi, j'étais en classe avec des garçons, en classe d'école des garçons, quand j'étais jeune. Eh bien, 3 garçons, 3 frères, 3 noms différents. 3 noms de famille différents. 3 noms de famille différents. Ils sont dans la même classe, ils ont à peu près le même âge. À 1 an, 2 ans près. Bon, voilà. Et donc, voilà. Donc, on a compris ça. Et donc, ce qui est important, c'est qu'on comprend qu'il faut étudier l'esclavage pour comprendre. Déjà, quels sont les peuples qui sont venus? Comment ils sont venus? Quand ils sont arrivés, mais c'était quoi? Ils arrivaient, on les prenait d'un peuple Moko, Ibo, Yoruba. On les amenait dans un bateau où certains mouraient. Il paraît qu'il y en a 1 sur 10 qui mourrait, d'après ce que j'ai cru comprendre. Mais peut-être que les chiffres, il faut les revoir. Les historiens sont mieux placés que moi pour ça. Et donc, ils arrivaient, donc, traumatisés, pour le moins, arrachés à leur famille, faits prisonniers avant de partir, dans un bateau. Et ils arrivaient dans un lieu qu'ils ne connaissaient pas du tout. Ils étaient revendus, alors marqués au fer chaud. Une première fois en Afrique, une deuxième fois pour le maître qui les avait achetés. Et on les mettait, on les parquait où ils étaient esclaves, où il fallait qu'ils travaillent. Alors pour nous, ce qui me concerne, c'était le sucre, l'or blanc de l'époque. Mon arrière-grand-père, Georges Diboïki, était un ouvrier agricole, clairement esclave. Son fils était un manœuvre.
Il a eu son fils assez tôt d'ailleurs, parce qu'on estime qu'il est arrivé en 1830 en Guadeloupe, 1831 précisément, en février. Il a son fils en 1838. Et donc c'est ça qu'on a voulu comprendre. Et c'est pour ça que très rapidement, on avait compris que l'esclavage était une matrice de sens majeur pour comprendre ces sociétés. Des sociétés qui finalement naissent dans ce qu'on appelle aujourd'hui un crime contre l'humanité. Vous avez sur le même acte notarié, alors j'ai eu la chance, j'ai eu une chance de connaître le prix de mes aïeux du côté de ma mère, pas du côté de mon père encore, j'ai pas trouvé. On a le prix, on se dit, oui, ils ont été vendus, achetés. Et donc, mais sous le même registre, vous avez donc les nègres, et vous avez un petit peu plus bas les cabris, les moutons, les bœufs, qui ont aussi des prénoms d'ailleurs. Je me souviens d'une vache qui s'appelait Bambara. Bon. Donc, et quand on voit ça, on comprend bien que c'est du bétail humain, c'est la négation de l'humanité, et on se dit qu'un peuple qui naît là-dedans, qui survit à cela, a forcément des stigmates de la société qu'il a construite. Et c'est pour ça que notre travail à nous, essentiellement, a été de dire, retrouver, comprendre notre histoire, toute notre histoire, tous les aspects, et honorer ces personnes. Parce que nous sommes dit, il y a une phrase qu'on se dit toujours, si tu étais à leur place, tu aurais fait quoi? Et c'est un petit peu ça qui est la question importante. Et donc c'est pour ça qu'on a beaucoup voulu étudier cette page d'histoire de notre société, pas parce qu'on est des historiens, moi j'adore l'histoire, c'est un fait, mais pas seulement pour ça, mais parce qu'on avait compris que c'est là qu'on allait trouver des clés, des réponses à toutes nos questions, notamment les troubles de l'estime de soi, notamment cette question de sous-estimation de soi-même. Et surtout, alors, est-ce que c'est un dénigrement? Parce qu'au fond, on sait qu'on est capable de faire des choses. Parce qu'on dit aussi en même temps, vous misez pas mort. Voir toute la misère du monde, mais tu ne meurs pas. Donc nous sommes des résistants, nous sommes des survivants d'un système. Et c'est ça que nous voulons mettre en avant. Et c'est pour ça qu'il faut honorer ces personnes-là qui ont construit nos sociétés, qui ont créé des musiques nouvelles, très particulières, autour du tambour, mais qui ont aussi utilisé les musiques du maître aussi, qui se sont appropriées, qu'elles ont mis à leur sauce, si je puis dire, à leur façon. Et donc je crois que ça c'est important. Alors, l'autre caractéristique de ce groupe, c'est le trouble identitaire. On est qui? On est quoi? Alors, je me souviens qu'on avait fait dans l'association, quand on a eu créé une petite enquête chez les jeunes. On avait trouvé 13 définitions différentes. Alors, on est afro-français, on est afro-caribéen, on est français, on est guadeloupéen, on est antillais, enfin bref, on est tout. Si on est tout, c'est qu'on n'est pas très clair. Et nous avons compris une chose assez simple, c'est que nous étions des Français, parce que nous étions de la colonisation française, descendants d'esclaves. Et c'est là où tout prend son sens. Descendants d'esclaves, ce qui veut dire que nous sommes des héritiers de ces survivants du crime qui avons hérité de leur force. Héritiers de ces survivants du crime, c'est pas mal ça. Héritiers de ces survivants du crime. Nous avons pris toute leur force, nous avons pris toute leur résilience devant la difficulté. Vous misez pas mort. Leur détermination à vivre. Bien sûr, bien sûr. Et contre vents et marées, nous sommes des humains et nous le savons. Vous dites ce que vous voulez, mais nous le sommes et nous le savons. Et nous avons aussi pris, malheureusement, mais c'est logique, tous les stigmates de ce système, cette soumission, cette peur. La peur des chiens, par exemple, l'extraordinaire la peur des chiens. Mais évidemment, on sait dans le cursus que les chiens, ils allaient chercher les esclaves qui avaient fui, les marrons, les nègres marrons. Moi, j'ai toujours eu peur des chiens. Et nous, quand on était jeunes, on allait faire la chasse aux chiens. Le CM 98, Comité Marche 98, se crée avec plusieurs associations en 1998, alors, c'est ça? C'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus simple. En fait, ce qui se passe, c'est que quand M. Jospin, Premier ministre de la France en 1998, veut commémorer les 150 ans de l'abolition de l'esclavage, ils ont proposé un thème, tous nés en 1848. C'est-à-dire, ils ont décidé qu'on était tous nés en 1948. L'idée, c'était, à l'époque, on l'avait très mal pris, mais après, on comprend avec le recul, c'est qu'en fait, ce qu'ils disaient, c'est qu'en 1848, la deuxième révolution française qui arrive au pouvoir à Paris abolit l'esclavage et dit que les esclaves sont des citoyens. Donc, à ce moment-là, on dit la France fait corps. Sauf qu'ils ont oublié un fait, c'est qu'on était toujours colonie. C'est un fait important. Et donc vous refusez ce thème. Alors nous, on dit ce thème-là, évidemment, si vous dites tous né en 1946, vous niez ce que mon papa Blaise a vécu, ce que mon Georges Bourriquet a vécu. C'est-à-dire vous niez le lien, en fait, qu'il y a entre les... Évidemment, vous niez l'histoire. Et vous niez ce crime contre l'humanité que vous ne reconnaissez pas. Alors que, et notre lien, en fait, nos familles... Notre lien immédiat. Et d'autant que d'ailleurs, Schulcher, dans le décret d'abolition, la première phrase dit « Considérant que l'esclavage est un attentat contre la dignité humaine ». En 1948, ça se dit déjà. Alors, donc nous avons proposé une chose très simple.
faire une marche silencieuse. Une marche silencieuse. Pour penser à nos parents qui ont vécu le martyre de la traite et de l'esclavage colonial. C'était ça, la marche. Et cette marche a été très populaire. Ah ben, c'était notre surprise majeure. On attendait 1000 personnes, 1500 personnes. Et les mêmes policiers nous avaient interrogés pour nous dire combien on attendait. On a dit 1000, 1500. Ils ont dit... Il y avait combien de personnes dans la 40 rue? 000 personnes. 40 000 personnes. Et après, cette association, il y a tout un travail de fond qui est fait. Bien sûr. Et aujourd'hui, il y a un projet qui est quand même assez important, énorme, puisqu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes s'en emparent. C'est Enchoucage. Oui. C'est un site Bien internet. Sûr. Et en allant sur ce site, on peut retrouver, moi aujourd'hui, je peux retrouver facilement ce que j'ai fait, parce que mon ancêtre du côté de mon père s'appelle Brunette. Oui. Je peux retrouver voilà, ma famille, le nom, le numéro de matricule, la propriété, son propriétaire, etc. Et ça, c'est parce que vous avez fait un travail monumental. Absolument, absolument. 40 000 personnes défilent pour les gens qui ne connaissent pas. On a dit, on va les chercher, on va les trouver. Voilà. On les a tous trouvés. Voilà. Dans les registres qu'on appelle des registres des nouveaux libres, des nouveaux citoyens, où tous les esclaves qui ont été affranchis en 1948 reçoivent des noms de famille. Donc aujourd'hui, parce que bon, on est vraiment, il y a tellement de choses à dire. Oui. C'est assez facile d'aller sur... aujourd'hui, vous êtes présent sur les réseaux sociaux, cm98.fr. .fr, Comité Marche 98, le site Enchoucage. Enchoucage.org. Voilà. Aujourd'hui, on sait que beaucoup de jeunes qui sont, par exemple, l'association Sorbe Outre-mer, où il y a les étudiants ultramarins de la Sorbonne ou de Sciences Po, font des ateliers, justement, généalogiques avec le CM98. Bien sûr. Donc c'est fondamental. Voilà, c'est fondamental. Ils ont compris qu'il faut aller rechercher ceux-là qui sont nous affilier à eux. C'est comme ça qu'on va comprendre notre force, on va comprendre nos histoires et on va les raconter. D'ailleurs, notre mot d'ordre de cette année, c'est « Soyons fiers d'être descendants d'esclaves, racontons notre histoire ». C'est vraiment ce mot d'ordre-là qu'on a adopté et c'est cette politique-là que nous développons. Et nous sommes allés beaucoup plus loin, c'est-à-dire que nous avons fait des mémoriaux où nous avons gravé leurs noms. Voilà, dans plusieurs villes absolument. En Hexagone et aussi dans les territoires. Dans les territoires. Vous avez créé un livre voilà, que j'ai aussi, livre pour les bien. noms. Et puis... il y en a deux, un pour la Martinique, un pour la Guadeloupe. Pour la Guadeloupe. Et vous avez contribué à faire qu'en France hexagonale, il y ait une politique mémorielle. Certes, il y a le 10 mai où on commémore l'abolition de l'esclavage, mais il y a aussi le 23 mai où on commémore, on honore justement les victimes de l'esclavage, parce qu'on ne parle jamais des victimes. Et non, on ne parle jamais d'elles. Et c'est quand même dommage, parce que c'est elles qui ont vécu le crime contre l'humanité. L'État, par exemple, a 2 dates nationales, mais elle n'a jamais organisé une commémoration du 23 mai. C'est toujours une association qui le fait, et d'ailleurs qui invitons l'État. Alors, c'est nous l'État dans l'État, mais pourquoi pas? Moi, ça me va, à condition que ça soit reconnu et que, justement, régulièrement, à cette date nationale, qu'il y ait toujours le président du Sénat, le président de la République, le Premier ministre ou un ministre de la République qui viennent montrer, justement, qu'elle a compris cette histoire, son rôle important dans la vie, d'ailleurs dans la richesse de la France, mais aussi dans la vie de nombreux concitoyens originaires de ces outre-mer, ultramarins, c'est un mot que je déteste, mais enfin, c'est comme ça. Moi, je préfère originaire d'outre-mer. Et donc, l'État doit donner du sens à tout cela. C'est une page d'histoire de France qui est extrêmement importante et un devoir d'histoire qui va s'accompagner d'un devoir de mémoire. Donc, c'est un petit peu ça notre projet, notre sujet. Devoir d'histoire, devoir de mémoire. Bien sûr. Aujourd'hui, Monsieur Gordien, pour clôturer cette conversation, si vous deviez dire à un jeune ou à ceux qui disent « Ah, il ne faut plus parler de ça, il faut oublier l'esclavage, il faut arrêter de parler de l'esclavage, que ce n'est pas nécessaire d'aller chercher nos ancêtres, qui a un lien totalement filial avec nous, qui sont nos familles, qui ont souffert de cette traite négrière, de ce commerce triangulaire. Qu'est-ce que vous lui diriez ? Mais j'avais dit ça à ma mère, qui ne m'a jamais parlé de sa mère ni d'aucun de ses aïeuls. Et ma mère, elle disait, oui, il faut arrêter avec ça, c'est du passé. Alors je lui disais, mais maman, mais tu es croyante, tu vas à la messe tous les jours. Jésus-Christ, c'est plus de 2000 ans. Il ne faut pas oublier, alors que nous, il faudrait oublier. Et ce qui est important qu'on ne sache pas et que je dirais aux jeunes, essayez de vous imaginer qu'il n'y a que 79 ans que notre groupe humain n'est ni esclave ni colonisé. Ça veut dire que nous avons un monde à construire. Nous ne pouvons pas le construire si nous n'allons pas vers ces aïeux qui vont nous donner les clés de la compréhension de ce que nous devons faire. Merci beaucoup. C'est moi. À très vite pour une autre conversation. À bientôt.